Eleven Insider, c'est reparti, partie internationale. Ce mardi, on est très heureux de vous retrouver après avoir parlé du club de Bruges en long et en large hier et de cette Pro League. À revoir, bien sûr, sur YouTube et sur Eleven Sport, à réécouter sur Spotify, sur Apple Music et sur toutes les plateformes de podcast. On est toujours là, on est toujours bien là avec Silvio Proto. Salut Silvio. Salut. Ça va ? Ça va bien, on est toujours bien là, on est au chaud ici, on s'amuse bien avec Alex, donc tout va bien. Bah oui, il est là aussi, Alex Teclac. Oui, vous avez eu la bonne idée de nous réunir, donc c'est très bien, merci Jérémy, ça va. Ouais, mais il y a une bonne symbiose entre vous deux. Mais on n'est pas seulement à 3 dans ce studio, enfin dans le studio aussi, mais à distance, celui qui nous a commenté le Classico, c'était dimanche, c'est Patrick Stein. Salut Pat. Ah, on ne t'entend pas. Salut Pat. Bonjour, vous m'entendez là ? Voilà, ça va beaucoup mieux. Ça a été ce week-end un peu fou ? Ça a été très bien. Écoute, on a été prendre un petit peu de soleil, de bruit de foule de 90 000 personnes, donc ça réchauffe dans les temps actuels, ça a fait plaisir. Et on a vu un pas si mauvais match que ça. Eh bien, on va en parler justement du Classico et on va étendre un petit peu le débat aussi pour parler de la Liga. Est-ce que le Real est favori pour le titre ? Attention, il y a d'autres équipes qui pourraient jouer les troubles faits. On en parle dans cet Eleven Insiders. Mais comme à chaque fois, le Belge du week-end, le Diable ou le Diablotin ou le Belge, tout simplement, qui a marqué les esprits. Silvio, on commence avec toi. Oui, je vais prendre Youri Tielemans, son super but face à Brentford. Quelle patate. Une belle patate, oui. Il nous avait déjà habitués à des frappes comme ça de loin. Moi, je me souviens quand il jouait à Anderlecht contre Stand, il a mis 2 patates de loin, William ou Dutoit qui était au but. Ouais, c'était... Et puis, Youri passe dans une petite période un peu moins bonne pour lui avec l'équipe nationale où il a été beaucoup critiqué à juste titre. Et là, ça fait 2 semaines d'affilée qu'il marque et qu'il reprend des couleurs, donc ça fait plaisir pour lui. Ouais, souvenez-vous, on se disait justement après cette petite caresse qu'il avait marquée face à Manchester United, on s'était dit tiens, est-ce qu'il l'a fait exprès ou non ? Ici, il nous a clairement envoyé un message, c'était fait exprès, il n'y a aucune autre discussion possible. Alex, le Diable du week-end ou le Belge ? Alors Benteke, voilà, parce que c'est vrai que lui aussi, il n'a pas toujours été super publicité. Bon, voilà, en équipe nationale, il a le statut qu'il a derrière celui de Lukaku, ce qui est normal, mais il fonctionne bien, ça marche bien pour lui avec Crystal Palace, donc ouais, je trouvais que c'était un peu logique de le mettre à l'honneur. Ouais, pour moi, c'est en plus un gars bien, un gars que je connais un petit peu. Donc voilà, ça me fait plaisir que ça marche de nouveau pour lui. Buteur pour lui ce week-end, comme il l'avait été le week-end dernier. Ça fait donc 2 buts pour Christian Benteke dans cette première ligue. Pat, vous avez vu Courtois, vous avez aperçu sur le banc Eden, mais quel est le Belge du week-end ? Je vais élargir mon week-end et remonter jusqu'à jeudi parce que j'ai eu l'occasion de voir un très bon Dries Mertens en Europa League et je vais rejoindre la thématique de Silvio et d'Alex. Lui aussi a été critiqué pour cette dernière prestation en équipe nationale qui remonte à l'Euro. Mais il faut se souvenir qu'à l'Euro, en fait, on a appris à la fin de la compétition qu'il était assez gravement blessé à l'épaule vu qu'il a dû se faire opérer dès la sortie de l'Euro. Là, d'ailleurs, c'était sa première titularisation, toute compétition confondue avec Naples alors qu'il n'avait que 40 minutes de jeu, toute compétition confondue avant de jouer cette rencontre face au Léger. J'ai trouvé vraiment très bien en jambes, très juste dans son petit jeu en combinaison avec Insigne notamment. Il lui a manqué qu'un petit but. Bon, il était de nouveau sur le banc ce week-end face à l'AS Roma, ce qui est normal aussi dans son processus de retour. Mais voilà, Dries Mertens, je pense, est de retour sur de bonnes bases à quasiment 100% physiquement. Mertens, Tielemans et Benteke, voilà les 3 noms qui ressortent dans cette Eleven Insiders. Et puisque vous me le demandez avec autant d'insistance, je vais vous donner aussi mon Belge du week-end, c'est Cyril Ngonge, qui a marqué, alors ça je vous conseille vraiment ce but-là, c'est Thomas van der Linden qui édite cette émission avec moi, qui m'a soufflé ça ce matin, qui m'a dit, écoute Jérémy, il faut absolument que tu vois ce but. J'ai été le voir. Coup du scorpion de Cyril Ngonge, ancien du club de Bruges. Il est aujourd'hui du côté de Groningen, de l'Eredivisie aux Pays-Bas. Un but, c'est même pas le but du week-end, c'est peut-être le but de l'année. Je vois Silvio qui a envie de prendre son téléphone, mais faites-le peut-être vous aussi, sauf si vous êtes au volant. Bien sûr, Cyril Ngonge. Donc, bon... Le Classico, petit résumé pour se rafraîchir la mémoire aussi de cette victoire du Real Madrid au Camp Nou. C'est parti pour ce Classico du renouveau entre la Dream Team, comme on le dit maintenant du côté du Barça, et plus Dream Team face au Real. Rodrigo qui resserre à la barre, qui peut frapper, qui marque l'ouverture du score
du Real Madrid en contre-attaque. C'est allé très très vite et toutes les passes ont été parfaitement exécutées. C'est un modèle de justesse cette reconversion. D'un ascenseur émotionnel à un autre. Asensio pour mettre la clim en route. Oh l'arrêt. Du côté du Camp Nou, c'est fait, c'est Lucas Vazquez qui est dans cette position-là parce que Valverde s'est blessé tout à l'heure. Dest. Oh le but amené par Serginho Dest. C'est Sergio Agüero qui le marque, il reste 40 secondes, ça va être compliqué. C'est fini. Eh bien, il n'ira pas au bout du temps additionnel. Il y avait encore 5 secondes à jouer, ça ne changera pas grand-chose à cette victoire donc du Real Madrid. Et oui, la victoire du Real Madrid, voilà la conclue de Pat. Pat qui était donc, je vous le rappelle, aux commentaires là-bas sur place à Barcelone. Pat, ici on a quand même l'impression que ça n'a pas été un grand classico. C'est quoi ton ressenti, toi qui étais là-bas ? Ben voilà, il y a évidemment le ressenti en étant sur place, qui est quand même le ressenti de l'émotion, de l'ambiance, des supporters, comme je l'ai dit, de la température, du stade rempli, etc. Donc là, forcément, nous, on sort avec toujours un sentiment peut-être un petit peu meilleur que ceux qui voient le match devant leur télé, où ça devient un petit peu un match comme un autre, avec tous les grands matchs maintenant qu'on a l'habitude de suivre sur Eleven dans nos fauteuils. Avec le recul maintenant, je me dis, oui, voilà, comme je le disais tantôt, on n'a pas vécu un si mauvais match que ça, mais voilà, on n'est pas non plus au tout haut niveau encore, parce qu'il y a une équipe du Real qui se reconstruit et une équipe du Barça qui est peut-être seulement au niveau des fondations de la construction. Et donc, c'est aussi logique que l'équipe qui soit un peu en avance dans sa construction et remporter cette rencontre-là face à vraiment une équipe qui cherche encore vraiment la bonne formule du côté de Koeman et du Barça. Score logique, vu le match ? Logique, vu le match, toujours facile d'analyser par le score une rencontre. Donc je dirais oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme tournant dans ce match et l'occasion de Dest en première mi-temps qui peut ouvrir le score. C'est un grand raté. J'aime pas dire qu'un joueur rate quelque chose. Essaye toujours de comprendre pourquoi le ballon n'est pas allé au fond. Mais là, même en revoyant, je me dis que ça, c'est quand même vraiment un grand raté. Allez, vous savez que j'aime les chiffres. Bien oui, ça me colle à la peau. Sur 10, pour ce classico, une note 7. 7. Voilà pour la note de Pat Stein. Silvio, vous avez suivi cette rencontre-là ? Oui, je l'ai regardé ce matin en fait parce que j'étais en train de, enfin j'avais un match à commenter hier soir donc. Sur Eleven, vous pouvez le dire, exactement, un Inter-Juve. Oui, qui a été nul. Voilà, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas. Il n'y a rien à dire de toute façon. Voilà. Les gardiens, ils n'ont même pas pris leur douche. Ils sont rentrés directement chez eux. Ils n'ont pas eu un ballon. Non, un 6 sur 10. Comme l'a dit Pat, ouais, le Real mérite sa victoire. Mais un grand tournant dans le match à cette occasion de Dest. Le but est ouvert. Courtois, même si Courtois est à 3-4 mètres du ballon. Donc c'était impossible. Le but vide, il shot au-dessus. Donc c'est dommage. Tu as quand même vibré devant ce classico ou pas oui. Spécialement? Honnêtement, quand tu m'as posé la question la semaine passée, si j'allais regarder, j'étais un petit peu dire oh non, il n'y a pas d'intérêt. Et j'ai trouvé en fait que le match n'était pas si déséquilibré que ça. Parce que je m'attendais vraiment à une grosse domination du Real. Ils ont contrôlé le match. Le Barça a fait un pressing haut à un certain moment dans les 15 premières minutes du match où on a vu que le Real avait du mal à sortir de défense, qu'il perdait beaucoup de ballons. Par contre, au moment où le pressing a un peu lâché, qu'on a trouvé le dos des latéraux, là, Vinicius, il s'est fait plaisir tout le match. Bon, Alex, on était avec un 7 pour Pat, avec un 6 pour Silvio. Je vais mettre entre les deux. Je le savais, je le sentais. Non, mais j'étais d'accord avec Silvio, 6 sur 10, effectivement. Après, il faut, je crois que Patrick l'a bien dit, je vais pas en rajouter, mais la crise institutionnelle que vit aujourd'hui le Barça fait aussi que c'est plus les mêmes classicos qu'avant. Tout simplement, le départ de Messi, le départ de Ronaldo, c'est plus tout à fait la même chose, c'est plus vécu de la même manière, même si je pense que les générations qui arrivent, il y en a peut-être un nouveau parmi ceux-là dans ces joueurs, parce qu'il y a des joueurs vraiment intéressants. Du côté du Barça, c'est peut-être par la force des choses que Koeman les lance, mais il ose le faire. Il n'est pas obligé non plus. Il pourrait trouver d'autres solutions. Et on sait qu'au Real Madrid, aujourd'hui, il y a quand même un renouveau avec des jeunes joueurs, Vinicius, Valverde, par exemple, Militao aussi, qui sont des joueurs qui en devenir, mais qui doivent confirmer et qui sont quand même entourés par des cadres. Donc, c'est vraiment plus un classico qui s'est fait
comme on pouvait l'imaginer il y a encore quelques années, quoi, Silvio. Ouais, et même l'agressivité, Oui. tu vois, il n'y avait pas l'agressivité qu'il y avait quand il y De avait Pep. un Sergio Ramos ou un truc ainsi, ou Ronaldo. Il y avait vraiment du feu, quoi. Quand tu es supporter neutre, parfois tu regardes aussi Ouais, ouais. un match pour ça, tu sais quoi, il va y avoir quelque chose. Pendant le match, ça a été correct. Comme si les joueurs du Barça se sentaient bon, que voilà, ils sont inférieurs pour l'instant et qu'il n'y a rien à faire. Bon, voilà pour ce match. On va pas aller plus loin dans le débrief. Moi, j'aimerais quand même relancer Pat sur ce qui s'est passé hier aux abords du stade quand Ronald Koeman a voulu quitter le stade. Là aussi, il a été pris à partie par quelques supporters. Il était dans sa voiture, Ronald Koeman. Il a eu du mal, Patrick, à se frayer un chemin. Les supporters ont d'une certaine manière aussi montré une fois encore leur mécontentement à ce niveau-là. Oui, je dirais une partie des supporters, parce que un des principes aussi du Classico, et sans de nouveau le dévaloriser, mais c'est qu'au niveau de l'ambiance et des supporters, c'est un match de touristes. Ça parlait énormément français aux abords du stade. Nous, dès qu'on entendait parler dans notre dos, en se promenant aux alentours du stade, on entendait parler français. Nos équipes réseaux sociaux qui étaient là, qui ont fait un petit micro-trottoir, d'ailleurs bientôt à retrouver aussi en reportage. Ils ont rencontré un peu au hasard des Slovènes, des Anglais, etc. Mais voilà, donc c'est une partie des supporters, et les vrais supporters catalans, je pense, sont mécontents et le font savoir. Attention avec la forme qu'il y a eu face à Koeman, je pense que c'est vraiment une infime minorité encore, et de nouveau, est-ce qu'il y a la qualification de supporter à donner à ces gens qui débordent quand on en est presque à l'agression physique. Mais il n'y avait pas une si grosse tension non plus que ça perceptible sur place. Le seul moment vraiment où on a senti un peu un ras-le-bol et du gros dépit, c'est au moment de la montée de Luc de Jong, qui est un peu le bouc émissaire, parce que justement c'est un peu celui qui symbolise les choix de Koeman, qui est complètement hors philosophie Barça. Et là quand Koeman a fait monter Luc de Jong à 5-10 minutes de la fin, et qu'en plus de Jong glisse, rate son deuxième contrôle et perd son troisième ballon. Là, il y avait un peu c'était même plus de l'agressivité, mais c'était de la moquerie dédaigneuse. Et c'est ça vraiment que j'ai ressenti, où là, il y avait peut-être un schisme entre les supporters et Koeman, symbolisé par Luc de Jong. Intéressant en tout cas ce feeling sur place. Est-ce que ça sent quand même la fin pour Koeman? C'est la dernière question par rapport à cela, Pat. Bon, ça reste un classico de perdu, mais ils n'ont pas pris 0-4 non plus. Comme Silvio l'a dit, il y a eu des moments intéressants du Barça dans le match. Donc, s'ils sont en train de mettre une communication en place du côté de la direction, etc., pour dire carte jaune, etc., pour un peu faire écran de fumée aussi, hein, on en est conscient. C'est peut-être pas le moment non plus de changer tout de suite d'entraîneur, même si ça fait 2-3 fois que le président vient au secours en disant voilà, on maintient la confiance. Et on a l'habitude en foot que quand un président répète ça 3-4 fois, à la 5e fois, il ne la maintient plus, la confiance. Donc, il y a un doute, mais je ne pense pas que la sanction va être immédiate. Marca titrait là-dessus, d'ailleurs, ce matin, le quotidien espagnol, en disant que Koeman n'était pas en danger après ce Classico, mais il pourrait l'être avec les matchs qui vont arriver maintenant. Donc, il faudra voir s'il y aura une réaction. Et pour clôturer ce débat, j'aimerais vous entendre, messieurs, justement, sur Koeman, parce que ça fait partie de la philosophie du Barça. Et ce Barça-là, de manière générale, il se cherche un petit peu, même si c'est indéniable. Des jeunes de qualité, il y en a énormément dans cette équipe. Oui, mais il a sa part de responsabilité aussi. Quand on voit hier l'équipe, le système de jeu aussi, il met normalement Depay qui fonctionne bien en pointe, il le met à gauche, il met Fati en pointe, alors que voilà, il n'avait pas encore joué beaucoup de fois comme ça. À droite, Minzenga, ça n'a pas été bon, alors que Dest avait fait des bons matchs. Donc c'est des choix qu'il fait. On voit qu'à la mi-temps, il se rend compte que ces choix ne sont pas bons, il fait rentrer Coutinho. Et ça ne marche pas quand même. Donc, il a sa part de responsabilité, mais ce n'est pas l'unique responsable dans le mal du Barça aujourd'hui. Alex, par rapport à cela, une réaction? Ouais, tout d'abord, c'est que s'ils veulent s'en séparer, c'est que ça va coûter très cher. Il y a quand même ce frein-là aussi. Actuellement, on connaît l'état des finances du Barça. Exactement. Et ensuite, Silvio vient d'évoquer un problème qui concerne effectivement l'équipe sur ce match-là, de manière plus générale. Je ne sais pas si changer de coach va tout changer au Barça aujourd'hui. Oui, c'est compliqué, c'est comme un véritable cadeau empoisonné de devoir entraîner, pas cette équipe, mais à ce moment-ci, parce qu'évidemment, tu entraînes après le départ de Messi. Et quel entraîneur, après une crise comme celle-là financière, et puis le départ de Messi qui a été vraiment un véritable séisme là-bas, il faut les épaules solides quand même pour pouvoir entraîner une équipe comme celle-là, au-delà des choix qu'il peut poser. Faut quand même vraiment avoir les épaules larges. Donc, je ne sais pas si demain, on parle beaucoup du retour de Xavi. Je crois que
c'est son souhait aussi à lui, mais il faut d'abord se débarrasser de Koeman, alors et payer son dédit. Indemnité. Ah oui, ça, c'est pas gagné du tout. Donc, je sais pas si ce serait la solution miracle. Je suis pas certain. Ma question, la suite, Barcelone-Real, c'était donc dimanche. Est-ce que l'une de ces deux équipes va finir championne d'Espagne ? Vous avez compris évidemment le sens de ma question. Est-ce que le Real est bien parti et sur la bonne voie ? J'ai envie d'avoir l'avis de Pat justement par rapport à ça, parce que le Real passe aussi par des moments un petit peu plus compliqués, notamment. Mais le Real a gagné ce match important hier. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie, les Madrilènes ? Ils sont très certainement sur la bonne voie avec comme clé la solidité défensive à trouver, à acquérir, parce que ce n'était pas du tout le cas sur les premiers matchs de la saison, mais j'ai eu l'occasion de le dire pendant le commentaire, sur les 34 derniers matchs, Ancelotti et son prédécesseur ont dû utiliser 25 combinaisons de 4 ou 3 ou 5 défenseurs différentes, parce que voilà, il y a eu les blessures, il y a eu le départ de Ramos, de Varane, le déclin de Marcelo. Et là, on sent quand même hier, on avait peut-être 3 des 4 qui allaient disputer la saison, à savoir Mendy et les 2 défenseurs centraux. Vasquez fait du bon boulot à droite. Carvajal revient de blessure. Donc la ligne de 4, elle va bientôt être dressée devant Courtois. Kroos revient de blessure aussi pour son rôle de métronome dans le milieu de terrain, aussi bien offensivement que défensivement. Donc si le Real acquis cette stabilité défensive et ils sont en bonne voie pour le faire, je pense qu'ils seront favoris pour le titre, parce que l'Atlético montre aussi des signes d'irrégularité assez inquiétants pour les hommes de... Et Séville et la Real Sociedad, dans tout ça, on en fait quoi, messieurs ? Parce que la Real Sociedad, pour l'instant, est en tête, certes avec un match de plus, mais propose un football qui est quand même là aussi chatoyant. Est-ce que ça va juste être on va pas dire une promenade de santé pour le Real Madrid, mais est-ce qu'il ne faut voir que le Real cette saison ? C'est un peu la question. Non, faut regarder. Bon, il y a Séville aussi qui est bien, le Betis qui fait une bonne saison aussi. Mais comme l'a très bien dit Pat, en fait, le problème du Real au début de saison, c'était la défense. Là, les joueurs reviennent. Je pense que si Ancelotti, parce qu'Ancelotti, c'est aussi basé sur une assise défensive, la base, c'est la défense. Puis tu as Benzema, Vinicius devant, Hazard sur le banc, tu as des solutions, tu as encore Bale encore dans le tas. Donc tu as des buts, ils vont en marquer, mais il ne faut pas qu'ils en encaissent. Donc le Real est favori, il ne faut pas oublier l'Atlético non plus. Je pense que le Barça, cette année-ci, on peut faire une croix dessus. Ils ne seront pas tout seuls, parce que voilà, ça ne sera pas une promenade de santé, mais ils sont les grands favoris. Bon, pas de surprise. Alors dans cette saison, ça va être le Real et voilà, on va attendre la fin du championnat tranquillou. Je dis pas que ce sera une promenade de santé, parce que voilà, ils doivent jouer sur plusieurs tableaux, mais ils ont un effectif, ils ont le meilleur effectif d'Espagne selon moi à l'heure actuelle. Et en plus, eux, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à d'autres clubs, ils sont bien gérés financièrement, hein, très très bien. Ils ont aucun souci de ce côté-là. La Sociedad, c'est pas voilà juste un passage, parce qu'ils ont des bons joueurs, des joueurs aguerris comme David Silva, Ilharramendi qui entoure de plus jeunes. J'ai vu la prestation d'Isaac hier, Oui. qui a été bon. Je crois qu'il a donné un assist, il a marqué. Et il confirme aussi, il y a de la stabilité dans cette équipe de la Sociedad depuis 2, 3, voire même 4 saisons. Ils doivent pas être champions, quoi. C'est pas une équipe, voilà, c'est une équipe qui va être là. En plus, ils ont vraiment une philosophie particulière, hein, on va pas revenir là-dessus, mais ils sont là. Ce qu'ils vont avoir, ce sera du bonus quoi qu'il arrive. Ils font une super saison et tant mieux pour eux, c'est bien. Et ils ont livré vraiment une bonne prestation à l'Atlético. Mais c'est pas une équipe qui doit le faire. Et je crois que le Real est le grand favori. Et l'Atlético, il y a trop de hauts et de bas, vraiment, cette saison. J'ai juste envie d'entendre Pat aussi là-dessus. Donc Pat, vous avez insisté sur la défense, notamment du Real, avec en plus un Alaba homme du match hier. Mais Séville, un avis par rapport à cela, parce qu'ils sont quand même pas mal du tout. Un peu moins en Ligue des Champions, mais très très bien en championnat espagnol. Oui, ils sont pas mal du tout, mais on n'est qu'à 10 matchs de la saison. Et je pense qu'à un moment, sur la longueur d'une saison, ce sont quand même les équipes qui ont l'habitude de gagner les titres qui vont les chercher. Hein. C'est quand même une courante maintenant dans les championnats européens, dans tous les derniers championnats européens. Donc, Séville, pourquoi pas ? Parce que de fait, il y a des qualités, c'est chatoyant, il y aurait une belle histoire avec Lopetegui, etc. Mais non, moi, je reste sur les valeurs sûres. Le titre en Liga, c'est entre 3 équipes. Et pour le moment, dans les 3 équipes traditionnelles, le Real est au-dessus des 2 autres. On doit attendre quoi du Barça ? Comme ça, on prend la fin aussi de ce débat et de ce numéro d'Eleven Insiders. Voilà, le Barça, on est un peu mal aussi, hein, tous les amoureux de foot ont du mal quand on voit ce championnat espagnol, quand on regarde le classement et qu'on les voit si bas. Silvio,
Bon, ça va certainement être une saison où ils vont en profiter pour faire éclore encore de nouveaux jeunes. Et pourquoi pas les mettre en vitrine, ça peut les sauver financièrement aussi. S'attendre à peut-être une victoire en coupe ou quelque chose comme ça serait déjà, je pense, une bonne saison pour eux. Après, tout n'est pas négatif non plus au Barça. Je pense que si l'équipe prend de la confiance, tout ça, ils ont le noyau pour accrocher minimum la Champions League. Oui, en parlant de ça, il y a ce qu'on doit attendre d'eux. Mais tu me fais penser à ça. C'est ce qu'il faudrait pas, c'est qu'ils doivent jouer l'Europa League. Pas déprécier la compétition, mais le Barça en Europa League, ça serait vraiment drôle. Les rentrées financières seraient différentes là aussi. Oui, mais même, tu vois, et puis l'association, voilà, Europa League et le Barça, ça ne va pas ensemble. Mais bon, ils sont dans un groupe où il va falloir quand même prendre des points. Ça va pas être facile pour eux d'être deuxième, parce que premiers, ils ne le seront pas, ça c'est certain. Avec Benfica, on le rappelle. Avec Benfica, le Bayern. Le Bayern, t'oublies. Donc c'est Benfica ou eux. Et ils ont pris une leçon à Benfica, 3-0. Donc c'est pas gagné. Ils sont pas. Donc imaginons qu'ils terminent troisième, ça veut dire le Barça en Europa League. Et là, ce serait quand même un peu drôle pour l'image, effectivement. Et puis pour tout, quoi. Je trouve que ce serait une grosse claque, quoi. Bon, on rappelle quand même que les 4 premières équipes classées en Espagne sont en Ligue des Champions, puisque le coefficient espagnol va bien, contrairement au coefficient belge. C'est fou ça quand même. Donc, franchement, c'est pas très juste. C'est honteux, moi je trouve. C'est honteux parce que tu as des clubs endettés. Tout à fait. Comme on n'en a pas ici en Belgique. Et nous, on gère un club en bon père de famille qui n'a pas de dette, enfin, ou qui en a beaucoup moins. Et tu peux pas te donner la possibilité. Je trouve ça vraiment scandaleux. C'est pas juste. Honnêtement. On pourrait faire un numéro spécial. Tiens, vous me donnez une idée, on va la noter, celle-là, pour un prochain Eleven Insiders. Silvio, vous serez invité. Ah oui, j'allais vous le dire. Vous invitez Silvio. Vous êtes intéressé aussi, Alex ? Pourquoi pas. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. On va aller saluer Patrick, qui n'a pas beaucoup dormi, évidemment, entre les différentes péripéties de ces derniers jours et ce beau classico. Mais il y a plein de beaux souvenirs dans la tête d'un commentateur, Pat. Jérémy, il est en short en plus. C'est pour le plaisir. Je suis en mode télétravail, Alex. Ce qui se dit avant l'émission doit rester avant l'émission. Non, mais moi, je le dis, il est en short. En théorie. Moi, il faisait 25 degrés. Je suis resté à 25 degrés du côté de Barcelone. Je voulais juste ajouter, pour conclusion sur le Barça, peut-être que les matchs les plus importants qu'ils vont disputer, c'est en dehors du terrain dans les semaines à venir, parce qu'il y a beaucoup de votes des socios, de renégociation de la dette, des emprunts à coût de centaines de millions, voire de milliards qui pourraient tomber, et aider à court ou à moyen terme les finances, et alors aider le club à garder son standing. Oui, et moi, le mot de la fin, ce sera que Messi n'a pas gagné le Classico non plus, ce week-end, puisque c'était un partage contre l'Olympique de Marseille avec le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Pat. À très, très vite en short ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Merci beaucoup, Silvio. Merci, Jérémy. Qui n'est pas en short, je vous le confirme. Alex Teclac, on va prévoir quelques tacles pour les prochaines émissions. Ça va, j'ai déjà eu mon compte. Il y va, Alex Teclac. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous sur YouTube, sur Spotify. On est partout, en fait. Vous pouvez nous écouter quand vous voulez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Rendez-vous lundi prochain avec un nouveau numéro d'Eleven Insiders consacré à la Jupiler Pro League. Très belle semaine.